Alors, bonjour professeur Dortillier, bonjour Michael. Bonjour. Alors, nous retrouvons pour évoquer un nouveau sujet, c'est le harcèlement. Donc, on est parti de la pratique en entreprise à la généralisation sociale à laquelle on assiste. Donc, je vais faire une petite parenthèse un petit peu sur le harcèlement qui a été souvent évoqué au niveau des médias en France. Donc, on nous a rebattu les oreilles avec le harcèlement en entreprise, mais en focalisant bien évidemment sur le harcèlement sexuel, qui lui était le marchepied de plus en faveur du féminisme. Et après, on a réorienté le sujet sur le féminisme. Alors qu'en réalité, le harcèlement, il est moral. Et peu importe la catégorie qu'on lui attribue, pardon, le harcèlement reste moral. Il s'est généralisé, même au niveau social aujourd'hui. C'est vrai que maintenant, on ne peut pas se contenter de parler uniquement de harcèlement en entreprise. Le harcèlement, il est quotidien. Il a été mis en place par notre gouvernement. Il génère chez la population, dans la population, du stress et de la peur, de la crainte. On voit bien que les comportements de la population ont été radicalement modifiés. Avec toutes les mesures qui ont été prises par le gouvernement, donc la police est vue conférer un pouvoir de plus en plus exacerbé. Elle peut interpeller un coureur, un promeneur, des gens assis sur les quais de Seine. L'acharnement du gouvernement est sans limite. Maintenant, il va maîtriser nos déplacements avec ce choix inique de limiter au kilomètre près. Donc, on reçoit aussi, comme dans le harcèlement d'entreprise, des ordres, des contre-ordres, obligation de porter le masque, puis plus du tout, et puis peut-être, et puis s'il y en a, mais bon, quand même, on a des sanctions qui pèsent sur nous comme une épée de Damoclès si on ne respecte pas les règles. Donc toutes ces décisions absurdes avec la distanciation sociale aussi, c'est une autre forme de harcèlement et notamment ça a pu se vérifier avec ce qui se passe dans les écoles. Donc j'imagine que vous, monsieur Dortiguet et toi, Michael, vous avez quand même constaté que dans les écoles, ce qui se passe n'est pas normal et s'apparente aussi à du harcèlement. Donc je vous laisse la parole et je vous laisse vous exprimer sur ce sujet. Eh bien, je donnerai la parole à Michael. Avant, simplement, j'observerai que ce harcèlement a été notable il y a déjà quelques années, par exemple dans des entreprises comme Télécom ou autres, où des suicides se produisaient et une psychiatrisation des gens qui résistaient à ce type de harcèlement ou de mépris de la personnalité. Cette psychiatrisation a conduit justement à ce que des personnes ont été surveillées, sont surveillées même pendant des années, encore, pas pour avoir simplement résisté, et en même temps, disons, cette psychiatrisation était sur le modèle un peu que nous on disait soviétique à l'époque, enfin qui n'est pas que soviétique, qui est général, mais en Union soviétique, elle a été poussée à des extrêmes. Et nous avons continué justement sur cette voie, c'est-à-dire que on essaie de faire prendre d'enlever toute confiance plutôt, et toute foi par là même, à celui qui travaille. Et je dirais que c'est l'antithèse, l'opposition à ce qu'on nous présente quotidiennement, enfin communément, comme du socialisme. On vante, il y a des partis, vous savez très bien qu'ils s'appellent socialistes, on vante cette idéologie partout, et elle serait le contraire justement de ce harcèlement, puisqu'elle consisterait à ce qu'une personne ait confiance justement dans la communauté. Et soit, disons, prenne cette communauté à la fois comme de sa part une sorte de matière à laquelle elle donne forme, et de l'autre côté, cette communauté le prend comme un élément qui lui permet de progresser. Mais tout ceci se passe, et c'est ça qui caractérise justement comment on appelle, cette multiplication du harcèlement. Elle vient de ce que le repos, la notion de repos en physique, on peut dire que c'est une notion qui est une notion d'équilibre. C'est l'équilibre des forces, voyez-vous. Quand les forces arrivent
à maintenir, à triompher du chaos et à maintenir, disons, une forme contre les puissances destructrices. On appelle ça le repos. Bien. C'est ce repos qui est cherché dans les méditations, dans des différents exercices. Hein. Et c'est un repos également qui est donné par le travail correctement fait, que ce soit le travail agricole, que ce soit le travail intellectuel, que ce soit le travail de recherche industrielle, etc., qui repose sur la réflexion. Or, nous avons affaire avec ce harcèlement à l'antithèse et de la réflexion et du repos et de la force. Repos ne signifiant pas absence de travail, hein, mais étant au contraire la confiance que la personne sachant, disons, qu'elle peut, comme on dit, se reposer sur quelqu'un d'autre. Alors, on a évidemment présenté, comme vous l'avez bien fait, mais si je me permettre de juger, c'est votre affaire professionnelle, que ça a été sur la forme du harcèlement sexuel. En effet, on l'a surtout fait venir des États-Unis. Dans les années 60-70, on a parlé, mais en réalité, ce n'est que, on peut dire, l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que c'est le mépris de la personne humaine, le mépris, disons, je veux dire, oui, il n'y a pas d'autre terme, la diminution de son importance, qui a entraîné, à mon avis, une certaine exaspération, une instabilité. Et dans les relations dans les entreprises. Et alors, bien sûr, pour pouvoir, disons, concrétiser, donner une forme à cette sorte d'incertitude de la vie dans la vie des entreprises, alors, bien sûr, on a mis en évidence des réactions que j'appellerais des réactions non pas sexuelles, mais des réactions nerveuses, des réactions, disons, de chefs de service, de choses comme ça, bon, qui jouent les coqs, parce que évidemment, ce sont des gens souvent qui ne sont pas très, bon, comme on dit, des problèmes, bien sûr. Il y a également aussi une déformation de la nature féminine également. Je connais là, dans un milieu, je peux dire même citer le milieu, puisque c'est le milieu croate, en entreprise, ici en France, on me décrit par exemple des personnes, bon, en général, je demande leur nom, je demande l'âge, comment elles sont, et qui sont épouvantables, mais qui, par exemple, répondent d'une manière grossière, des femmes répondant de manière grossière à des hommes. Bon, vous allez me dire, il n'y a pas de raison que ce soit pire que l'inverse. Non, mais enfin, c'est quand même très étonnant que ces personnes-là puissent conserver ainsi leur poste, et elles génèrent en fait une sorte d'incertitude, de manque de confiance, de terreur, si je puis dire, à moindre qualité, mais de terreur constante. Ce qui fait que les gens ne sont plus là pour créer quelque chose, mais ils sont là avec la perspective d'être peut-être, je dirais, éjectés, fired, comme on dit, virés, mais surtout, ils sont là pour, en fait, non pas créer quelque chose ou le maintenir, mais exécuter un ordre quel qu'il soit. C'est-à-dire qu'on peut dire que c'est ça une des formes même de la nouvelle société qu'on nous présente, société qu'on appellerait bon, transhumaniste ou autre. C'est-à-dire que la personne n'est plus là pour pouvoir juger de la qualité ou de la structure de ce qu'elle a à faire. Elle est là pour l'appliquer, pour, disons, exercer une certaine fraction de ses connaissances, n'est-ce pas, ou plutôt d'exercer ses connaissances sur une certaine fraction de l'ensemble, mais sans avoir, disons, bien sûr qu'on ne peut pas maîtriser un ensemble, chacun est obligé de rester à sa place, mais vous restez vraiment à votre place, d'autant plus fortement que vous êtes sûr que votre rôle est reconnu et effectif dans l'ensemble. Alors, je dirais que le harcèlement, c'est une forme de désagrégation de la totalité. Alors, on parle par exemple de régime totalitaire. Là, c'est un mensonge. Dans un régime totalitaire, il n'y a pas de totalité. Il n'y a que des influences cachées, des gens qui sabotent même ce qu'ils font, des gens qui même, disons, œuvrent au sous-développement continuel de leur pays au profit d'autres puissances. C'est ce qui s'est passé dans les pays de l'Est. Hein. Je donne l'exemple, enfin bon, on peut donner tant d'exemples, mais je ne vais pas me compromettre à dire, par exemple, le chef de la Stasi, qui était le général Wolf, qui avait fait la guerre d'Espagne.
bon, qui était un loup très particulier, bien sûr. Bon, il a placé ses enfants, bien sûr, à New York, bien sûr. Ce sont ces gens-là qui ne travaillaient pas pour eux, mais qui travaillaient pour des organisations qui les maintenaient internationalement, vous voyez. Et les gens qui étaient dans ces entreprises comprenaient bien que ce qu'ils faisaient leur échappait. Et je crois que ce sentiment, on dirait, dans l'ancienne pathologie, pathologie classique, hein, l'aliénation, c'est-à-dire alienus c'est l'étranger en latin, l'autre, alius. Et donc c'est quand vous êtes que vous n'êtes pas vous-même, mais que vous êtes simplement celui qui est vu à travers un autre, voilà, qui est vu comme un autre, hein, qui est vu non pas comme vous êtes, mais comme celui qu'on a placé et qui correspond à une image, si je puis dire, mais non pas à une réalité vivante. Et c'est ce qui entraîne évidemment cette sorte de ce tremblement généralisé, ce tremblement généralisé que vous trouvez aujourd'hui, bien sûr, dans la crise dite sanitaire, mais que vous, en fait, cette crise sanitaire dont vous avez parlé, par exemple, hein, vous avez fait allusion, elle ne peut exister, disons, ces réactions vraiment souvent fantastiques, disons, déplorables, irrationnelles. Elles ne peuvent exister que parce que justement, l'élément dans lequel nous vivons est un élément qui est déjà déstabilisé, voyez-vous. Il ne faut pas croire simplement que c'est une réussite de tel ou tel type de propagande. Il y a cela. Mais disons qu'il y a la forme, ça c'est la propagande, et il y a la matière. La matière, c'est ce sur quoi cette forme s'applique. Alors évidemment, est-ce que ce harcèlement va continuer? Oui, il est certain que c'est une technique. Cette technique de déstabilisation, elle s'est trouvée, j'aurais dû en parler, mais moi j'en ai fait beaucoup, parce que ma génération en a fait pas mal. Elle a étudié, je veux dire théoriquement, non pas participé, mais elle a fait théoriquement, c'est ce qu'on appelle la dynamique de groupe. Si vous faites une dynamique de groupe, par exemple, avec Kurt Lewin, etc., à l'école de Londres, etc., etc., bon, vous rassemblez des gens et vous cherchez justement à les déstabiliser. Voyez, en faisant en sorte que la personne n'a plus son centre de gravité sur elle-même, en elle-même, mais elle cherche désespérément un centre de gravité dans le groupe qu'elle ne trouve jamais. Alors vous avez deux réactions possibles. La réaction intelligente, il faut le dire malheureusement, c'est le cynisme. Et si vous êtes au contraire, vous n'avez pas la capacité d'être cynique, ce qui est une forme de maîtrise de soi, malgré tout dans le mal, vous êtes au contraire emporté vers une sorte de folie, de contagion, voyez, et ce harcèlement, bien sûr, ne fait qu'abréger vos capacités de production, vos capacités de réflexion, je dirais même vos capacités de reproduction, puisque une personne qui est ainsi traitée ne peut même plus avoir l'instinct disons, de continuer sa lignée. Bon, je crois que ça, nous en voyons des symptômes, mais bientôt nous verrons l'application par une baisse évidemment de la natalité, beaucoup de choses. Je dois dire que cette baisse de natalité, que je dis être un effet causé par cela, peut être également en elle-même une réaction contre le mode de vie, c'est-à-dire c'est un refus d'exposer les nouvelles générations, les futures générations, à cet enfer. Voyez-vous, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le condamner simplement par une simple proposition. Si on est dedans, et nous sommes tous dedans dans cet élément, nous ne pouvons que disons, j'allais dire, pronostiquer, prévoir, disons, que ce genre de harcèlement, comme on disait il y a récemment, pour prendre cette épidémie, cette soi-disant épidémie, que vous avez une courbe, comme la courbe en cloche de Gauss, vous voyez, bon, vous avez un pic et vous avez ensuite une chute. Mais ces pics et ces chutes, ça ne veut pas dire que ce sont des pics et des chutes qui seront reproduits sans cesse. C'est-à-dire, vous aurez des crises. Les crises, c'est une agitation. Mais le propre du harcèlement, ce que veut le harcèlement, au fond, il ne cherche pas l'agitation permanente. Il cherche au contraire la diminution de réaction. Oui. Et alors, ça se fait, les femmes le sentent très bien, par exemple. Bon, vous avez vu cette histoire avec le président, enfin, l'ancien président de la République, là, enfin bon.
bon, qui est minable, bien sûr. Moi qui ai connu son père, enfin, je vois dire, ouais, enfin, c'est vrai, bon, je l'ai vu son père une fois à l'Institut. Bon, oui, enfin bon, c'est. Alors, vous voyez, bon, la personne dira, oui, bon, il a fait ça, bon, il n'a pas fait que. Il aurait pu faire davantage, vous voyez, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on est quand même. euh, on est amené finalement à se vendre, c'est-à-dire à échapper au pire. C'est-à-dire qu'on présente le harcèlement comme un horizon aujourd'hui. Oui, Et dans cet horizon, on vous dit, je parle des femmes, mais je parle évidemment des hommes aussi, on vous dit, bon, vous pouvez quand même, non pas y échapper, mais diminuer quand même, voyez-vous, votre. Alors, bon, je ne parle pas évidemment de ce dont on ne parle jamais, dont on m'a parlé. Alors, de quoi s'agit-il? Ben, je me rappelle, j'ai encore vu, en rangeant un livre, là, le gendarme Roussel, vous savez, je ne parlerai pas d'affaires, mais le gendarme Roussel qui avait été une grosse affaire à Toulouse, il me parlait de gens qui étaient compromis, vous savez, je n'en dirai pas plus, de gens qui étaient compromis dans des assemblées, des choses comme ça, où on faisait du chantage sur eux, mais pourquoi ces gens-là pouvaient-ils s'exposer ainsi à de telles situations? C'est parce que justement, ils étaient eux-mêmes sujets à une sorte de harcèlement, voyez-vous? C'est-à-dire mm, on leur rendait la vie instable, difficile, et on leur disait, c'est un deuxième diable supérieur, vous voyez, qui disait, écoutez, il y a une manière de s'en sortir, il faut simplement avoir un esprit un peu de groupe, tu vois, voilà. Bon, et puis alors, bien sûr, il peut t'arriver un accident, évidemment, tu peux tomber sur une fille mineure. On m'a raconté tout ça en droit. mm, Je vous parle de rapport, hein, oui. de rapport écrit. Et tous ces gens-là, je me suis demandé, non pas ce qu'ils font, bien sûr, mais comment peuvent-ils arriver jusque-là? Comment peuvent-ils faire une école? Comment peuvent-ils être des gens avoir été studieux? Et puis appliquer, donc, et puis se mettre dans de tels états. Quoi, l'état, je prends l'exemple du procureur dont on a parlé, enfin des enfants en avaient parlé. Eh bien, je crois que c'est justement parce que la vie leur est rendue très difficile et qu'on met en cause sans cesse, de façon permanente, leur propre capacité. Alors qu'autrefois, je dois dire que même si quelqu'un avait une capacité médiocre, on estimait quand même qu'il pouvait fonctionner comme une voiture, par exemple, qui n'est pas plus rapide qu'une autre, eh bien, elle peut quand même être utile. Et cette notion d'utilité a été effacée. C'est-à-dire qu'on a dit à quelqu'un, on dit aux gens, non, non, vous n'êtes pas les seuls, vous avez d'autres personnes qui peuvent être à votre place. Et il voit arriver justement des personnes autour de lui, avec lui, qui n'ont pas, dont il sent qu'elles n'ont pas la même capacité ou la même expérience, ou je dirais même capacité d'apprendre. Il se voit donc réduit ou ramené à un rôle qui est un rôle, disons, de plus en plus médiocre. Oui. Euh, Moi, je l'ai éprouvé dans l'enseignement, par exemple. Euh, j'ai vu évidemment, bon, j'étais après 68 dans l'enseignement, j'ai vu le désastre immédiat. Mais les professeurs, j'ai vu les cadres, par exemple, étaient des gens qui étaient, bon, souvent, beaucoup venaient, étaient des gens recasés des colonies, des choses comme ça. Bon, eux-mêmes se plaignaient d'être à leur place. Bon, j'ai vu des gens qui me disaient, mais ça ne sert pas à grand-chose. On est là simplement, bon, pour faire le minimum, tout ça. Bon, ensuite, il y avait le mépris des élèves. Alors, on m'a dit, bon, mais tout ça, et alors, et alors? Mais je dis, mais écoutez, 20 ans avant, bah, écoutez, je me souviens très bien comment ça se passait 20 ans avant, quand même, ou 15 ans avant, ou 10 ans avant, ça n'existait pas. Je n'avais jamais vu des conduites aussi. Alors, des conduites qui déstabilisaient les professeurs et faisaient, par exemple, que la plupart des gens de l'école normale, la plupart des écoles normales supérieures, euh, abandonnaient l'enseignement très tôt, ou même n'y rentraient pas. Vous voyez, j'en ai connu qui ont fait à peine 1 an, 2 ans, et c'était l'habitude justement de ces grandes écoles. Pourquoi? Parce qu'on estimait qu'il fallait sortir du lot, qu'il fallait en somme sortir de sa condition naturelle, pour laquelle qu'ils avaient eux-mêmes cultivée, sortir de leur finalité naturelle, pour ensuite se livrer, rentrer dans un espace différent, que ce soit l'espace politique, le plus souvent l'espace politique, l'espace économique ou autre, vous voyez, dans lequel elles étaient plus ou moins compétentes. Et par là même, quand vous voyez par exemple des professeurs, des intellectuels, je veux dire, entrer dans la sphère économique proprement dite, bon, euh, ne me dites pas quand même qu'ils sont tout à fait à l'aise dans une sphère économique, quand eux-mêmes ne sont pas des économistes de formation.
Donc, par là même, ils peuvent être aussi l'objet, si je puis dire, d'un certain mépris. C'est-à-dire qu'on leur fait comprendre qu'ils sont bien à leur place, mais qu'ils ont peut-être quelque chose de plus que ce que la nature devrait leur donner. Par là même, on les déstabilise et on fait d'eux ce que l'on veut. Et j'ai connu quand même comme cela une génération de Normaliens, deux générations, enfin, une génération de Normaliens d'après les années 60, et qui ont été comme ça à l'aventure, jusque dans la diplomatie, et finalement qui n'avaient jamais pu trouver leur centre de gravité, qui était justement d'exercer le métier pour lequel ils avaient été faits, c'est-à-dire d'enseigner les lettres, d'enseigner la philosophie ou autre, voyez-vous. Et c'est ainsi que, en somme, on vous donne un poste ou une sorte de faveur, de titre, et en même temps que l'on vous fait comprendre que vous n'êtes pas tout à fait l'homme qui convient. Vous êtes un homme accepté plutôt qu'un homme convenable en soi, ce qui n'était pas le cas de l'ancienne société, alors qu'on dit évidemment l'ancienne société aristocratique ou autre, on peut l'idéaliser, oui, on a tort, mais on ne peut pas la nier, la mépriser, c'est-à-dire quand les gens étaient maîtres chez eux, ils étaient maîtres de leur emploi, ils étaient maîtres de leur activité. Alors évidemment, moi qui ai connu l'agriculture, évidemment, je connaissais ce monde de paysans, tout ça, qui va disparaître, bien sûr, en tant que maître de lui-même. Et vous allez avoir des gens qui n'auront même pas la fortune d'avoir des enfants. Vous savez ce qu'on appelle le terme de prolétaire. Hein, le prolétaire, Oui. c'est la richesse de ses enfants. Il n'a même plus la richesse de ses enfants. On lui a tout enlevé. Et je pense que cet harcèlement est une sorte de courant continu pour déstabiliser l'ensemble des intelligences. Voilà. Et je dois dire que dernière chose, euh, l'importance prise par la psychiatrie, par exemple, dans les industries, dans les entreprises, que j'ai connu ce départ, hein, parce que j'ai faisais partie de ceux qui avaient, euh, enfin, qui fait la licence de psychologie, bien sûr, pas licence, non, le certificat de psychologie en philo. Et à côté de nous, nous avions des gens, surtout la plupart des filles, qui faisaient la psychologie industrielle. Bon, elles n'avaient absolument aucune capacité, disons, c'est pas méchant ce que je dis, aucune capacité psychologique. Elles n'étaient pas capables de vous dire ce que c'était que la volonté, par exemple. Non, mais elles maniaient les statistiques. Alors je me suis dit, mais que vont-elles faire ensuite dans les entreprises? Et je l'ai compris, elles sont là pour diriger, pour, disons, classer un désordre, c'est-à-dire pour diminuer les effets, pour pouvoir, disons, euh, non pas remettre les gens à leur place, mais leur faire prendre patience en disant que finalement, s'ils n'arrivent pas à très bien s'insérer, ou s'ils ont de mauvais rapports avec leurs camarades, c'est peut-être aussi de leur faute. C'est peut-être qu'ils manquent de ceci ou de cela, ou qu'ils ont chez eux, comme elles étaient formées à une sorte de psychiatrie, je dis elles parce qu'elles étaient très nombreuses, c'était les 9 dixièmes, vous voyez, c'est pour ça que. Et c'était une sorte de psychanalyse, comme on appelle, à bon marché, bon, qui vaut pas mieux que la psychanalyse très chère, non. Mais il y avait cette idée que l'homme est un loup pour l'homme, voyez-vous. Et Oui. ça, c'est impressionnant. J'ai vu la naissance de la psychanalyse dans l'enseignement, parce qu'elle n'existait pas beaucoup dans les années 60, quand j'étais donc en préparation. Non, non, mais je l'ai vu à partir des années 64, 65, avec le développement de la dynamique de groupe, oui, qui est à mon avis est un assassinat. Ça, c'est une sorte de club. On m'avait demandé ce que j'en pensais. J'ai dit c'est un club jacobin, quoi. Voilà. Les gars n'ont pas compris. Il n'y a que le prof qui a compris. Kaufmann, il avait compris, il s'est mis à rire. Il faisait un, je dis oui. Il faisait un, je dis oui, oui. Il voulait toujours me harponner pour ça. Et puis, ben oui, puis il m'a dit un jour, vous savez, vous aviez dit ça, vous aviez raison. Ben oui. Vous savez, il y a cette déstabilisation. Je vais donner un dernier exemple. Malheureusement, je pense à lui. Mais un jour, j'avais donc préparé un texte, préparé, disons, une thèse, hein, que j'ai même présentée, que j'ai déposée, disons. Je me suis fâché avec le jury, mais enfin, ça n'étonne pas ceux qui me connaissent, mais disons que il voulait me guider dans un sens déterminé. Je disais non, les textes que j'ai ne disent pas du tout ce que vous m'avez dit. Et tout d'un coup, il s'est échappé. Il a eu une crise de rage, mais qui était un homme qui était bien élevé, mais n'a duré que
plutôt 1 minute, 2 minutes, il s'est mis à dire pourquoi vous n'avez pas fait d'analyse avec moi? Pourquoi vous n'avez pas fait d'analyse avec moi? C'est là que j'ai compris ce que c'était que l'analyse, vous voyez. C'est-à-dire qu'il voulait évidemment déstabiliser la personne qui était devant lui. Et j'ai malheureusement une de mes amies qui avait fait avec lui une analyse. La pauvre, elle est montée haut, mais vraiment, ce n'est pas beau. Hein. Voilà, je peux dire non, parce que des personnes qui avaient du talent, beaucoup de talent, vous savez, on voit un talent. Quand on est en fac, on voit des gens qui ont du talent. Et ce talent, enfin, il a fait une œuvre, disons, on dit une œuvre diabolique, oui. Vous savez, moi, je ne sais pas très bien ce que sont les diables et les autres. Je ne vois que des ombres ici, hein, des ombres bien matérielles. Mais disons, je parle comme Platon. Vous savez, je dis que de l'autre côté, bon, il faut être ébloui avant d'aller de l'autre côté. Et on peut être de l'autre côté, même ici, hein, ça dépend, tout dépend. Mais ça paraît peut-être un peu mystérieux ce que je dis, mais je veux dire que la psychanalyse a été un des facteurs quand même de destruction les plus terribles, beaucoup plus que le marxisme. Le marxisme, ça a été qu'est-ce que c'est que le marxisme? C'est l'armée rouge. Bon, c'est tout, oui, encore. Oui, c'est tout, oui. Avant, j'aurais dit c'est les Mongols. Maintenant que je suis récentiste, je dis que c'est un peu plus complexe que ça. J'aime bien les Mongols maintenant. Mais, bon, les grands Mongols, quoi, tout ça. Mais disons que oui, c'est l'armée rouge, c'est-à-dire c'est purement et simplement, bon, vous éliminez tant de gens et puis c'est tout. C'est la révolution culturelle, quoi. Vous éliminez tant de millions de personnes, vous avez la stabilité. Évidemment que vous avez une stabilité, évidemment. Mais là, non, là, la psychanalyse est beaucoup plus dangereuse. Et je crois que ceux qui jugeront notre histoire, après, quand il y aura, comme dit Platon, après le déluge, il y a plusieurs déluges, dit-il, hein, Oui. par le feu ou par le. Il dit ça dans les lois, il faut lire les lois de Platon, c'est très lisible. Hein. Les lois, oui, vous l'avez en collection UD, ou en collection même, oui. Oui, livre de. Enfin, livre de poche, comment ça s'appelle, oui, la Pléiade, hein, oui, c'est très bon, il faut le lire très attentivement. Bon, pas, la question n'est pas de savoir quand ça a été écrit, la question est de savoir que c'est écrit. Et là, c'est très bien écrit. Et là, je crois que nous allons, notre seule manière, disons, d'arrêter ce harcèlement, ben, c'est de remettre le monde sur son axe, quoi, c'est tout. Oui. Alors, bien sûr, pour ceux qui ont la foi, ceux qui sont éclairés, disons, avoir la foi, c'est être éclairé. Mais évidemment, c'est une lumière naturelle ou autre. Ils savent que ce n'est pas le fait de croire en quelque chose qui est important, c'est le fait de comprendre qu'on est mis à l'épreuve, voyez-vous, qu'on a une mise à l'épreuve. Dans le Coran, c'est bien marqué. Pour ça dire qu'on attaque beaucoup l'ouvrage. Sauf évidemment chez Goethe, chez Marx, chez Goethe, chez tout ça. Les Allemands sont toujours en retard pour découvrir le mensonge. Mais ils disent la vérité. Ils ont dit la vérité sur le Coran, beaucoup là-dessus, Goethe en particulier. Et là, je crois qu'il y a l'histoire de mettre à l'épreuve. Et on est mis à l'épreuve parce que la nature ne supporte pas la faiblesse, voyez. Et donc, ces harcèlements dont vous parlez, Mézi, donc, et Michael, ce sont des harcèlements qui manifestent justement un déséquilibre, un déséquilibre qui, lui, ne demande qu'à être vraiment arrêté, mais qui, disons, devient frénétique, voyez-vous, jusqu'à ce qu'on l'arrête. C'est-à-dire que tant que le chaos n'est pas arrivé à une certaine grandeur, la forme ou l'ordre, si vous voulez, ne peut pas dominer. Voyez, dans les pays qui se sont redressés, il y en a quelques-uns, il y a eu quelques-uns, il a fallu que le chaos aille jusqu'à une pointe extrême, bien sûr, pour ensuite réagir. Malheureusement, on essaie par les moyens médicaux, par des moyens de vaccination, des choses comme ça. On a ce plan, qui est un plan utopique, d'ailleurs, un plan utopique qui ne réussira pas, à mon avis, mais d'affaiblir la société. On l'affaiblira, bien sûr. Vous aurez des morts de plus en plus, des morts même psychiques, je veux dire des morts psychiques, hein. Ce n'est pas des morts physiques, forcément. Vous voyez, des morts psychiques, oui. Il y avait des gens qui se conduiront comme je ne sais pas moi, des sortes de morts vivants chez eux, quoi, voyez-vous, qui seront stone, etc., comme on dit en drogue, mais même par les médicaments, et même, disons, même par l'irrationalité de ce qu'ils auront connu. Voilà. Je veux dire, ils ont tellement vécu de situations irrationnelles qu'en les ajoutant, ils ne pourront plus subsister. C'est-à-dire qu'il y aura un seuil, ce qu'on a, vous savez, la notion de psychologie de seuil, qui est trouvée d'ailleurs par les Allemands, par Herbart. Vous avez au-delà d'un certain seuil, la Schwelle, eh bien, vous avez justement le contraire qui se produit. Voilà. Vous avez une rupture. Bon. Et tout a un seuil. Je crois qu'il y aura un seuil de ce harassement.
Mais comment en dire les détails me semble impossible. Dire que ça ne peut se terminer qu'ainsi, je le crois, puisque vous savez, il y a une formule dans les sociétés secrètes qui est mal entendue. On dit l'ordre à partir du chaos. Oui, ça, Oui, évidemment, chaos. ils font le chaos pour maintenir leur ordre, qui n'est pas un ordre, évidemment, qui est un désordre masqué, si je puis dire. Voilà, le chaos fait que le désordre est masqué. Bon. On croit que c'est un ordre, mais en fait, c'est la continuation du chaos que l'on subit. Voilà la chose. Mais vous avez ensuite d'autres choses qui sont plus marquées, c'est qu'on le voit dans la musique, par exemple. La musique de Wagner, c'est évidemment Beethoven déjà. C'est-à-dire, vous avez à un moment donné l'enflure musicale qui arrive presque à un débordement tel, et tout d'un coup, un silence qui l'accompagne. Ce silence, c'est la résorption du chaos, justement. Oui, un apaisement. On demande à rentrer dans l'ordre. On dit les mots sont justes. Hein. Les mots sont justes. Le mot allemand, évidemment, le mot de ordre a ung, le préfixe UNG, qui donne la qualité de dire que c'est une vitalité. Vous avez tous ces gens-là, je fais allusion à ces penseurs, je pourrais les citer, mais qui sont fin 19e, début 20e, en Allemagne, les Dresch, tout ça, etc. Notre génération, je dois le dire, c'est malheureux de dire ça, hein, les connaissait assez bien. Certains le connaissaient très bien, mais nos professeurs nous en avertissaient, des années 55 jusqu'aux années 64, 65. Après, ça a été balayé par cette psychanalyse, ça a été balayé par bon, des choses qui n'avaient pas de signification. Et aujourd'hui, évidemment, les jeunes gens qui veulent réagir à cela ne trouvent pas les matériaux. En fait, vous avez, je vous donne un exemple, de harcèlement. Et vous allez être surpris, ce n'est pas le harcèlement des dames, non, ce n'est pas le harcèlement comme ceux les harcèlements qui conduisent à la psychiatrie. Non, mais le harcèlement des livres. Permettez-moi de parler de cela. J'ai connu l'époque où les livres étaient bien rangés dans les bibliothèques. Vous avez des bibliothèques, disons, il y avait des librairies d'abord d'occasion, vous pouvez les voir. Je parle de la rue du Thor, il y avait, à Toulouse, il y avait beaucoup de choses, de belles choses. Et il y en avait dans les grandes écoles. Vous aviez l'école normale, vous aviez tout ça. Qu'est-ce qu'on a fait chez les jésuites? Il y avait une magnifique bibliothèque qui était près de Chantilly, la meilleure d'Europe, en philosophie en tout cas. Ça, c'était reconnu. Il y avait plusieurs étages, il y avait même beaucoup de manuscrits chinois, des choses comme ça. Il y avait de très belles collections allemandes, d'ailleurs en philo, c'est là que j'ai vu. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? Comment peut-on harceler des livres et une culture? En divisant les bibliothèques, en supprimant leur concentration. Vous avez la bibliothèque de l'école normale, par exemple, de la rue d'Ulm, qui est fractionnée en deux, trois parties. Bon. C'est-à-dire que si vous voulez trouver quelque chose, il faut aller tantôt à Lyon, tantôt aller dans le nord, tantôt. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas voulu, disons, rassembler, former ce qu'on appelle en ancien un lieu. Dans un lieu, vous vous rassemblez, vous vous fixez, vous vous retrouvez. Ça vous appelle un lieu. Vous avez votre chambre, vous avez la salle à manger, vous avez un lieu, un jardin, un quartier, c'est un lieu, vous vous retrouvez. Là, on fait en sorte que les gens ne peuvent pas se retrouver. Ils ne peuvent, par exemple, lire un livre que si celui-ci est marqué, puisque d'abord, s'ils en connaissent l'identité, si celui-ci est marqué véritablement sur Amazon ou autre. S'il n'existe pas là, ils ne peuvent pas aller le consulter dans des fichiers, sur des fichiers, je veux dire, immenses, comme ceux que nous avions, par exemple, à la rue d'Ulm. J'étais agréé comme consultant à la bibliothèque pendant 6 ans, 5-6 ans, et j'ai vu, on avait accès aux rayons. C'était une ancienne bibliothèque, c'était une ancienne caserne de la Luftwaffe, je me rappelle. Il y avait des livres de la Luftwaffe, tout ça. Bon, je regardais un peu tout, bien sûr. Et tout ça, on pouvait accéder aux rayons. Il y a des choses que j'ai apprises uniquement en consultant sur les rayons. Or, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc, voyez-vous, ce harcèlement, ça consiste à déséquilibrer une personne. Ça consiste finalement à la faire chuter. Ça consiste à la mettre dans un état d'inquiétude permanent. Tandis que nous étions dans ces bibliothèques, nous étions dans ces choses-là, nous étions quand même avec la qualité des bibliothécaires de l'époque, nous étions bien entourés. Je dois faire cette comparaison. Aujourd'hui, pas du tout. Pas du tout. Vous demandez quelque chose, bon, la personne vous dit qu'elle est en stage. Bon, évidemment, une fois ça va, mais
quoi ça devient peut-être un mode d'existence, vous comprenez? Et ensuite, alors, je dis, il y a donc ce harcèlement. Il y a le harcèlement, bien sûr, on peut le trouver dans le monde animal, mais en tout domaine, j'ai parlé de la culture, enfin, le véritable harcèlement de la culture, c'est la chasse aux livres. Le fait qu'il n'y ait plus de librairies d'occasion, qu'il y ait de moins en moins, et croyez-moi, même avec cette crise, il y en a encore quelques bibliothèques qui tiennent, même dans ma région, elles vont être supprimées. Avant, nous allions dans des bibliothèques d'occasion pour apprendre l'existence de livres. On touchait des livres. Je me rappelle, j'étais à côté d'ici, j'étais donc dans le Tarn-et-Garonne, pour qu'on me rebête, pour qu'on me reprenne. Et je rentrais, je regarde, j'ai dit, c'était Florian. Ah, Florian, j'ai dit, c'était extraordinaire. Florian, le gars, il a fait tomber à la renverse. Il me dit, vous connaissez? Je lui dis, ah, ben, bien sûr, je connais Florian, bien sûr. Il est meilleur que La Fontaine. Il a failli être décapité par son camarade là, Robespierre, tout ça. Il a fait je dis ça pour ceux qui connaissent l'Allemagne, qui nous écoutent, il a écrit une très belle, j'en profite, vous savez, comme dans les cours de philo, de faire des parenthèses. Vous avez une nouvelle de Florian, Florian, qui s'appelle Histoire de Pierre, un prénom, dans lequel vous avez l'éloge de la langue allemande, qui est très très bien fait. Sa mère était castillane, donc il lisait ce pauvre homme, ce brave homme, disons qu'il est mort très tôt, il est mort à moins de 40 ans. Il disait que les gens devraient écouter les sermons dans les paroisses en allemand, parce qu'il disait que les femmes deviendraient plus chastes et les hommes deviendraient plus sérieux, etc. En fait, il voulait dire que c'est une langue qui ne harcèle pas. Bon, j'ai fait un peu cette parenthèse, ça apparaîtra beaucoup un paradoxe, mais là aussi, regardez, nous sommes des Européens, enfin, nous vivons en Europe, quoi, disons, bon, nous sommes des Européens. Nous avions autrefois quand même des cours, par exemple, de littérature étrangère avec des livres en cinquième. Je veux dire, à l'âge de 11 ans, 12 ans, mettons, 12 ans, il y avait des livres en français de littérature étrangère. C'est comme ça que j'ai lu un peu d'espagnol, c'est comme ça, en littérature étrangère. C'est-à-dire qu'on cherchait à ce qu'on soit dans un lieu. Alors, on dit c'est du renfermement. Non, c'est pas du renfermement. C'est une sorte de solidité que l'on cherche. Et on cherche finalement à se reposer pour pouvoir acquérir davantage d'énergie. Oui. Alors, on apprenait à lire, on avait des connaissances de la littérature espagnole, par exemple. Nous avons connaissance de littérature espagnole, littérature italienne, littérature allemande. En français, ça n'existe plus aujourd'hui. La personne va vous répondre, je ne suis pas spécialiste. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas ça. Non, moi, je ne suis pas spécialiste. Vous connaissez ça, mais ah non, pas du tout. Alors, bon, je répète les mêmes choses. C'est mon destin. On fait de moins en moins de culture générale. Parce que la culture générale permet à la personne d'avoir une harmonie, si je puis dire. De savoir ce qu'elle peut faire, ce qu'elle pourrait développer, etc. Se reconnaître. Bon, qu'est-ce que vous voulez je ne sais pas, moi vous connaissez le harcèlement. Ne croyez-vous pas que les élèves aujourd'hui ne sont pas harcelés dans les petites classes, par exemple? Et complètement. Ils sont harcelés. D'ailleurs, quel est le premier harcèlement? C'est qu'on ne les laisse même pas se reposer dans la lecture. Non. Voilà. Nous reposions dans la lecture. Nous avions, par exemple, je le redis parce que c'est pour faire honte un peu à ceux qui viennent après moi. Enfin, nous avions par exemple avant de faire à 5 heures de l'après-midi, nous avions au collège une lecture spirituelle, c'est-à-dire que le père qui était là, avant de nous laisser faire la version latine, le problème de physique, etc., qu'on faisait en silence pendant 2 heures, 2 heures et demie, eh bien, il nous traitait d'un thème bien particulier, et nous étions censés, disons, le réfléchir, l'écouter en silence, voilà. Et ça, c'était une communication d'esprit à esprit. Voilà. Alors, je ne dis pas qu'il faille tout prendre, mais enfin, je me rappelle de certaines choses dans la vie. Je me suis rappelé de ce qui m'avait été dit. Bon, que la personne ensuite, bon, le destin de ces personnes n'a pas toujours été très enviable, mais enfin, disons ça, c'est une affaire, comme on dit, qui nous échappe. Mais par exemple, les enfants n'ont pas de joie même. Je ne sais pas, je demande, est-ce que vous avez dessiné une carte de l'Europe? Je ne dis pas la carte de France. Non, ils ne le font plus. Vous avez déjà décidé l'Italie? Je dis, non, l'Italie. Bon, alors bien, j'ai dit, l'enfant de la Marocaine, je dis ça, je dis, bon,
Vous savez, je vais vous donner un exemple de terreur enfantine, d'instabilité enfantine, dans le monde où nous vivons, bien sûr. Euh, J'explique à une fille qui a un nom arabe, un prénom arabe, je lui explique la traduction française. Bon, oui, c'est facile, hein. Bon, Myriam Marie. Elle est métisse, hein. Elle est métisse d'après les lois de, je sais pas, je sais pas, comme diraient les Zoulous, elle est métisse. Bon, enfin. Alors, oui, enfin, je sais pas comment dire. Les Zoulous disent ça, je pense, oui. Et alors, elle me dit ensuite, je dis 3 mois après, tu te rappelles de ton prénom? Non. Alors, je me suis dit, pourquoi? Bon, c'est vrai qu'on lui a fait des opérations, des choses comme ça, on a enlevé la thyroïde et tout ça. Enfin bon, c'est pas, vous croyez pas que ce n'est pas harceler quelqu'un du point de vue médical? Enfin, Bien sûr que si. mais sûr que si, hein, tout ça, la pauvre fille, je me suis dit, avant, je m'étais dit, mon Dieu, quand même, pourquoi elle est comme ça? Et puis, je comprends qu'on forme des générations ainsi. On forme des générations qui n'ont pas de livres à la maison, Non. qui n'ont pas de livres où se reposer, des livres. Je me rappelle quand on avait par exemple, des gens comme Théophile Gautier, par exemple, Capitaine Fracasse, par exemple, je me rappelle, Oui. c'était une sorte de KPDP. Bon, et un de mes parents, qui était un professeur d'école, mon neveu me disait, mon neveu, pour ne pas le nommer, eh bien, François me dit, mais une de mes collègues qui m'a dit, je n'ai jamais entendu parler de Théophile Gautier. Tu me parles de Oui. qui? Bon, je me fais fermer les yeux, excusez-moi. Mais oui, alors, ces gens-là, est-ce que d'après vous, qui raisonnent ainsi, tant les élèves qui sont éduqués que les éducateurs, est-ce qu'ils sont véritablement sûrs d'eux-mêmes? Pas du tout. Non, Est-ce du qu'ils tout. ont au moins une satisfaction? Pas du tout. Ils sont véritablement comme un verre brisé, vous comprenez? On n'ose pas. euh, de- En réalité, ce sont des gens qui sont, comment vous dire, diminués, que l'on fait, qui sont victimes d'un sadisme, je dis bien le mot, d'un sadisme. Remarquez, Et aujourd'hui, c'est pire, oui, professeur, excusez-moi de vous couper, je mais vous en prie. par rapport aux enfants à l'école, ce qui se passe en ce moment avec la distanciation sociale où les enfants sont placés dans des carrés, sur des croix, ils ne peuvent plus communiquer, ils ne peuvent plus se toucher même, hein, comme le font des enfants. Ça me rappelle une expérience professionnelle que j'ai moi-même vécue. Il y a quelques années, j'avais travaillé dans une entreprise d'aéronautique. Donc, on était sur un plateau, nous étions que des cadres dans un support client. Et on nous avait séparés par des bureaux. Donc, on était chaque 2 bureaux, en fait. Donc, sur les rangées, il n'y avait que 2 personnes, mais très, très éloignées l'une de l'autre afin que nous ne puissions pas communiquer parce que la direction estimait que ça nous déconcentrait, qu'on n'était pas là pour discuter mais pour travailler. Et quelque temps après, une note de service avait circulé stipulant qu'il ne fallait pas se regrouper à plus de 3 personnes à la machine à café. Donc évidemment, quand j'ai vu les enfants en maternelle traités de la sorte là dernièrement, bon, ça m'a rappelé cette époque-là et c'est vrai que c'est plutôt traumatisant parce que nous l'avions très mal vécu. D'ailleurs, plus personne ne fait partie de cette entreprise, mais c'est vrai que voilà, on a eu cette mauvaise expérience. Mais un enfant n'a pas les armes pour se défendre ou pour se rebeller de cet état de fait. Et finalement, ils en sortiront traumatisés, ils en sortiront complètement diminués. Donc, moi, je trouve ça inquiétant, vraiment. Donc, qu'est-ce que vous Oui. en pensez, Pierre? Je pense qu'il s'agit là d'une expérience sociale, une expérience de laboratoire, je dis fait par des sadiques. C'est un jugement, on dira, jugement de valeur. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est un jugement objectif, hein, c'est-à-dire que euh, euh, quand on veut faire des névroses artificielles, vous savez, ceci, avec les travaux de Pavlov et autres, bon, on peut rendre un chien bizarre parce on lui fait disons, euh, voir où on le place devant des figures tantôt qui ne se fixent pas, qui étaient soit dans le cercle, soit dans le carré, par exemple. Et on lui donne des ordres pour le carré et le cercle. À un moment donné, il voit quelque chose qui n'est ni carré ni cercle. Et il tombe dans une certaine névrose. Et puis voilà. Et bien là, également, les enfants, on ne les empêche pas d'aller à l'école. Parce qu'aller à l'école, ils auraient un substitut. Ils pourraient se retrouver autre. C'est à l'intérieur de l'école, là où ils pourraient être
pris en main. C'est-à-dire qu'on leur montre, comme le chien de Pavlov, il y a le carré et le cercle, on montre vraiment un carré et un cercle. Seulement, on fait que l'un absorbe l'autre. C'est-à-dire que l'école, qui doit être, par exemple, un lieu avec des conséquences tout à fait logiques, des conséquences nécessaires, eh bien, ne remplit pas, va même à l'inverse. On est à l'école, et dans cette école, on ne se trouve pas à côté de quelqu'un, on se trouve finalement dans des enseignements brisés, et surtout, il n'y a pas le sentiment de confiance que l'enfant doit avoir, parce que ça ne s'enseigne pas. On n'enseigne pas à une plante de grandir, on la met dans des conditions où elle grandit, c'est tout. Et là, l'école est une condition. Or, c'est une condition qui, au lieu de se soumettre à un phénomène naturel, que ce soit la sympathie des élèves, etc., tout ça, c'est la sympathie, souffrir ensemble, subir ensemble, enfin, sentir ensemble, tout ça. Développer justement ce sentiment, je dirais, ce sentiment de groupe, oui, d'identité de groupe, voilà. Eh bien, au contraire, on les sépare. C'est-à-dire qu'au moment, c'est comme au moment où vous voulez manger quelque chose, quelqu'un vous l'enlève. Mais si personne vous le présente, vous n'allez pas vouloir le prendre. Mais on vous le présente et on vous l'enlève. C'est exactement ça. Ça, c'est une opération de psychologue. C'est-à-dire, je ne dis pas que je suis contre la psychologie, mais ceux qui se parent du titre de psychologue dans l'enseignement, eh bien, ou que ce soit qu'ils aient une couverture médicale ou autre, voyez-vous, ils ont dit qu'il faut maintenir les enfants de façon à ce qu'ils ne puissent pas bouger. Parce qu'en fait, c'est cela. On a immobilisé, me dit mon neveu, on a immobilisé les enfants dans leur espace. Alors, l'enfant connaît par exemple ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, mais dans les deux cas, c'est naturel. C'est naturel qu'il écoute. C'est comme s'il est naturel qu'il puisse aller avec des camarades, même se secouer un peu, etc. Bon, et tout le monde sait aussi que ça n'a rien à voir, le fait d'être disposé en classe, avec une épidémie. Enfin, c'est-à-dire une épidémie ne va pas s'arrêter parce que les enfants sont à 1 mètre les uns des autres. Enfin, d'accord. Ça n'a jamais été bon. Ou alors, c'est qu'il n'y a pas d'épidémie. Vous comprenez? Il faut savoir de quoi on parle. Peut-on le dire? Non, on ne sait pas. Vous savez, il y avait une formule vous savez, il s'appelait Bertrand Russell. Bon, il est mort depuis longtemps. Il a fait de la politique, tout ça. Il était anglais, c'est-à-dire qu'il avait un peu de difficulté pour la métaphysique, mais enfin, il était réaliste quand même. Et il avait dit, les mathématiques, c'est une science où on ne sait pas de quoi on parle, ni si ce qu'on y dit est vrai. C'est un paradoxe, évidemment, que tout le monde prenait au sérieux. C'est une plaisanterie, si vous voulez. Mais aujourd'hui, on est finalement devenus, de ce point de vue, des gens sérieux, c'est-à-dire lourds. Je crois que c'est la formule de Céline, il dit que les gens sont lourds aujourd'hui. Oui. Ils sont lourds parce qu'ils sont paralysés. Ils ne sont pas lourds parce que d'autres sont plus légers qu'eux. Non. Ils sont en réalité, ils ont une entrave de leur mouvement. Il faut avoir vu des paralysés pour. Moi, j'ai vu des PG, des gens qui avaient pris la syphilis autrefois, là, on voyait ça à l'hôpital, quand on nous amenait à l'hôpital à Sainte-Anne. On m'avait montré un jour un PG, un paralysé général. C'était la conséquence de la syphilis. Eh bien, c'est effrayant, évidemment. Et là, ce corps-là, les corps qu'on nous présente aujourd'hui, mais les corps sont traumatisés, c'est-à-dire, c'est même pas l'esprit qui est traumatisé, c'est véritablement comme ces vaccins que l'on injecte. Bon, on a dit vous attaquez les vaccins. Les vaccins, personnellement, écoutez, je pense que je ne pense, bon, je suis radical, c'est vrai de ce point de vue. Je pense que si l'homme était vraiment fort, il n'aurait pas besoin de vaccins. Bon, maintenant, la faiblesse humaine a voulu qu'il y ait des vaccins, oui, et ceux qui veulent les généraliser ou les systématiser, finalement, ne font qu'accélérer la faiblesse humaine, voyez-vous, au lieu de la contenir. Bien, c'est une manière de parler, évidemment. Mais je crois que cette expérience inédite, parce que moi, inouïe pour moi, je n'avais jamais vu ce genre de choses. Je n'avais jamais même entendu dire, peut-être par manque de curiosité, mais qu'on ait appliqué des méthodes de ce genre, par exemple, dans des épidémies dans le monde. Jamais. Bon, voilà. À ce moment-là, qu'ils empêchent les enfants de venir en classe. Oui. Bien, ça je comprends. Ils restent à la maison. Bon, très bien.
reste à la maison comme nous. Je vais faire une comparaison. J'ai dit, ah, Michael, pendant la guerre, par exemple, je ne me rappelle plus, je me rappelle de la guerre simplement, le bombardement de 44 sur Toulouse. Mais pendant la guerre, nous allions, nous les enfants toulousains, dans la campagne, comme partout. C'était le fameux, comment il s'appelle, enfin, c'est l'État français, je crois, enfin, bon, dont on fait toute une histoire aujourd'hui. Bon, il avait dit que les paysans prennent évidemment les enfants en charge à cause des bombardements. Mais disons que nous allions, comment vous dire, je me rappelle très bien cette joie d'être à la campagne, cette joie d'être. On avait vraiment des situations quand même, je veux dire, claires. On était à la campagne, on était en classe, on était à la maison, tandis que là, c'est pas qu'on dirait, bon, vous n'allez pas en classe. Non, là, on va en classe. Et finalement, en classe, on fait, je dis pas l'inverse, mais on fait quelque chose qui empêche une classe de se produire. Et ça, je vous assure que c'est une manière, je n'ai pas la peine d'être un savant, hein, d'avoir des certificats pour dire ça, mais c'est une névrose artificielle. Oui. Névrose artificielle. Il y a des névroses naturelles, des névroses qui viennent de chocs de la vie. Et là, elle est préparée, même elle est imposée à des gens qui ont une très bonne santé psychique, hein, spirituelle même. Et votre neveu, comment il explique l'adhésion justement du corps professoral, des ATSEM, comment il explique votre neveu? Il explique par certaine passivité, c'est tout. C'est tout. Et puis, bon, ils savent très bien, par exemple, que l'année n'existe pas. Bon, écoutez, c'est que l'année, elle n'est pas finie, elle a même, enfin, il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu de second trimestre, il n'y aura pas de troisième trimestre. Enfin, ça a été bousculé, pendant le deuxième trimestre, bousculé pendant le deuxième trimestre. Ça n'existe pas pendant le troisième trimestre. Bah, évidemment, vous ne pouvez pas. Vous pouvez, disons, lui a fait d'enseignement, du téléenseignement, qui a réussi, du reste, hein, je vois. Les enfants étaient contents, les enfants, bon. Mais disons que c'est très peu de choses. Et il voit que c'est absurde, mais bon, pour lui, évidemment, qu'est-ce qu'on lui met? Enfin, on dit, c'est ça ou vous ne voyez pas les enfants. Bon. C'est un chantage aussi. Aussi, oui. Là, les parents l'ont remercié, hein. Ils lui ont offert des objets, tout ça, etc. Écoutez, je vais vous dire à propos d'offrir quelque chose qui est arrivé comment on pourrait dire ça, dans ma région, oui, dans ma région, c'est ça. Dans ma région en Occitanie, comme on dit, oui. Bon. Eh bien, un enfant que je connais, de nom, je connais son père très bien, a offert à la maîtresse de maison, à la maîtresse de son cours primaire, donc. De classe. Un coquelicot de classe, merci. Un coquelicot. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce qu'elle a refusé le coquelicot à cause du coronavirus. Non. Ah, mais je peux vous dire, évidemment, si vous me posez, comme dirait les associations, je vais vous le dire dans une minute. Mais je n'ose pas le dire, non, quand même, parce que je n'ai pas envie de recevoir. Bon, c'est à côté de chez moi, vous savez où je suis. C'est là où je suis. Oui. Bon, mais, bon. Et elle n'a pas voulu accepter le coquelicot, parce qu'elle a dit, ah non, il y a le coronavirus, je ne peux pas. Bon, essayez de faire comprendre ça à un enfant. L'enfant, oui, il a difficile. Le coquelicot, l'enfant. Mais analysons, comme dirait l'autre. Eh bien, il a le coquelicot, on lui a donné le coquelicot, il a pris le coquelicot. Bon, on lui a pas dit c'est dangereux. Non, il se trouve que c'est sa maîtresse, elle, qui le refuse. C'est un supplice. Alors, elle n'est pas intelligente. Évidemment qu'elle n'est pas intelligente, mais suffisamment pour être folle, comme disait l'autre. Vous voyez, c'est-à-dire que. Oui. Non, c'est pas une. C'est du sadisme quand même. C'est du sadisme. Non. Et voilà, elle a refusé le coquelicot. C'est son père qui est venu me le dire l'autre jour, hein, qui n'avait pas pu me voir depuis. Emmanuel, oui, m'a dit, voilà, il a refusé. Voilà. La psychose est telle que les comportements sont exacerbés et sont difficiles à expliquer. Mais c'est vrai que c'est ce que l'on voit aussi en sortant, les gens qui sursautent quand vous les approchez un peu ou qui sursautent quand ils vous voient. Donc, expérience, hein, parce que je suis resté ici
depuis mon retour d'Iran, je suis resté, enfin, c'est finalement un retour je suis revenu à Nevers, j'étais à Nevers, et puis de Nevers, je suis revenu ici, je ne suis pas sorti. Donc, je ne connais pas la vie depuis, je ne suis même pas allé au village, je suis resté, mon neveu est resté avec moi. Et donc, bon, je n'ai pas eu cette singerie, disons, enfin, cette, que j'appelle la singerie du masque. Enfin, bon, je ne crois pas, écoutez, on n'est pas quand même comme un chirurgien. Non, mais c'est pas possible. On fait croire aux gens. Il est porté en pleine campagne. Non, mais en pleine campagne. Mais c'est effrayant. Je veux dire que mon voisin à côté, là, mon voisin portugais, lui, ne les porte pas du tout. Oui, il ne porte pas du tout. Enfin, on ne porte pas du tout. Il va pas aller sur son tracteur avec le masque, non. On l'appelle l'homme de la pidée. Enfin, c'était la fête de Lazare. Bon, il est même bien, vous savez. Ben oui, ben oui, l'homme de la pidée. Ben, qu'est-ce que vous voulez faire? Mais non, mais c'est grotesque. C'est grotesque. C'est grotesque. Je vous donne l'exemple du coquelicot parce que c'est officiel. C'est quelque chose qu'elle a fait devant toute la classe. Oui, en plus, ça désinhibe parce que, bon, on sent que maintenant, on peut se comporter comme on en a envie, finalement, parce que la situation le demande. Donc, on peut être… Elle le permet. Disons qu'elle le permet. L'urgence le permet. On le voit aussi avec les autorités qui se comportent de plus en plus agressives, hein, quand même. La police… Alors, les autorités, je peux vous le dire, les autorités sont, je le sais donc par ses amis, cette amie-là qui était à la DGSE, bon, la marocaine, elle me dit que tout est fait pour exciter les gens sur une sorte de guerre civile, quoi, évidemment. Ça, oui, ça, on leur dit, je vous ai dit l'autre jour, c'est pas un secret, enfin bon, ils ont des grenades lacrymogènes, tout ça, ils ont des stocks, des choses comme ça, ils s'y préparent, oui. Et moi, alors vous allez me dire, comment se fait-il que ces gens du gouvernement, qu'il n'y ait personne qui réagisse? Bon, il y en a un qui est parti du gouvernement. Je l'aime bien parce que même s'il est de la maçonnerie, tout cela, mais je dois dire que je ne connais pas sa vie, bien sûr, mais enfin, comme il est agrégé de lettres, j'ai quand même toujours une sympathie pour ceux qui ont fait du grec, quand même. Ouais. Enfin, bon, il a Lyon, vous savez, le maire de Lyon. Bon, il a bien dit, si on ne fait rien, dans 5-6 ans, c'est une guerre. Et il est parti parce qu'il a certainement, à mon avis, compris qu'on l'a préparé, vous comprenez? Si vous ne faites pas ça, vous allez mettre le feu à l'appartement. Si vous ne tenez aucune mesure, aucun compte de mes avertissements, c'est que j'estime que vous voulez mettre le feu à l'appartement. Oui. Oui, c'est une hypothèse. Écoutez, surtout un homme. J'insiste sur son grade, sur ses qualités, parce que c'est un homme quand même qui est instruit, disons instruit, enfin bon, qui peut parler, disons. Et les autres qui sont là, je crois qu'ils agissent, à mon avis, on parle de harcèlement, mais je crois que sur eux-mêmes, il peut y avoir, je ne dis pas qu'il y a, il peut y avoir du harcèlement. Parce qu'on peut leur dire, voilà, si vous ne faites pas ceci, ben, vous aurez des informations qui ne seront pas en votre faveur, etc. Vous voyez, ils partent avec un dossier. C'est vrai. Et d'ailleurs, je dois dire que je les plains. Je dois dire, oui, je n'ai pas je m'imagine que le sort m'est mis à leur place. C'est horrible comme situation. C'est horrible. Parce que si on le voit ça comme ça, bon, bien sûr, on peut toujours dire, oui, c'est des salauds, évidemment, les gens votent pour eux, puis après, ils les rejettent. Bon, ça, je ne sais pas, c'est dans le Coriolan de Shakespeare, je crois, c'est ça qu'on voit. Mais, non, je crois que je crois qu'il y a un harcèlement généralisé et qu'il y aura surtout après, quand même, à la réalité, il y a comment dirais-je, des sortes de désastres qui vont venir maintenant, désastres économiques, il y aura des suicides, à mon avis, il y aura tant de choses comme ça. Attendez, je regarde ici. Je suis dire que oui, je crois que ceci sera beaucoup. Ça sera plus grave que ce dont nous discutons, mais c'est dans le même cadre. Je veux dire que ces suicides, des choses comme ça, seront également une conséquence de l'affaiblissement, d'abord de la situation réelle économique, et en même temps de l'affaiblissement mental.
aussi. Je parle du passage à l'acte, je parle du suicide, par exemple. Hein. Un type qui part avec sa famille. Moi, écoutez, je ne suis pas un voyant, du moins pas officiel, je n'ai pas un brevet quand même, mais disons que je ne vois pas, je vois ça fort possible. Alors, c'est quelque chose qui est inédit, bien sûr. Bon, dans les grandes crises, il y a toujours eu des gestes de ce genre. Bien sûr, moi j'ai souvent entendu parler de la crise en Allemagne, alors beaucoup, oui. J'interrogeais beaucoup quand j'ai appris l'allemand. Moi, je suis élève quand j'ai eu 40, 50 ans, j'ai interrogé les anciens là-dessus, cette crise qu'ils avaient connue. Mais les très âgés, oui, m'en parlaient. Et ils me disaient qu'il y avait des suicides, oui, bien sûr. Oui. Un type qui était. Mon prof de philo, là, Dreyfus Foyer, m'en parlait aussi. Il me disait il fallait voir ces gens, il dit qui était alsacien, lui. Il fallait voir ces gens en Allemagne qui vendaient tout, des gens de l'aristocratie, qui étaient sur le pas de la porte en train de vendre ce qu'ils avaient. Bon, alors, on va dire, on ne veut pas arriver à ça. On va arriver à quelque chose d'analogue. À mon avis, analogue. Analogue. Oui. Analogue. Et surtout, la ruine de la petite bourgeoisie, ce qu'on appelle en allemand la petite bourgeoisie dans Marx, c'est-à-dire la classe moyenne. Oui. Ça a été le but poursuivi, Michael, le but poursuivi pendant 1 siècle, 2 siècles. C'est ruiner la petite bourgeoisie. D'ailleurs, qui était lié à ce qu'on appelle avant la féodalité, bien sûr, évidemment. Féodalité, c'est quoi? Il y a une propriété, il y a des propriétés. Bon, il y avait des gens qui avaient des lois spéciales, ce qu'on appelait des privilèges d'exercer telle et telle fonction. On a supprimé les privilèges au nom d'une loi absolument anonyme. C'est vrai, c'est une sorte de critique qu'on a fait de la Révolution française, mais c'est la vérité. Et aujourd'hui, on aura de ce qu'on appelle des riches et des pauvres. Donc, oui, c'est ça. je me permets de dire quelque chose, c'est un vieux camarade qui me l'a dit, je n'ai pas revu depuis longtemps, mais enfin, ils sont toujours présents. Hein. Et il me disait que dans Platon, par exemple, on trouve, chez les Grecs, hein, on trouve, il y a la notion de riche, il y a les pauvres, il y a tout cela, mais qu'il y a plusieurs distinctions entre les hommes. Mais quand on voit, par exemple, même les épîtres de Saint Paul, bon, quel âge qu'elles soient, bien sûr, là, je ne vais pas quand même faire le chronologiste. Mais disons, on ne trouve que le mot riche et pauvre. Et c'est là, en effet, où nous sommes arrivés. Vous avez remarqué, Mésis, hein, c'est là où nous sommes arrivés. C'est-à-dire qu'il y a l'affrontement entre les riches qui sont riches, avec une fortune instable, et les pauvres qui croient qu'il est possible d'être riche. Oui. Peut-être un moment, mais ensuite, c'est dans un tourbillon indéfini. Alors, ce qu'il faudrait, c'est un ordre qui soit un ordre fondé sur la nature, qui soit conforme à la nature. Vous savez, vivre selon la nature, c'était un adage latin, un adage de la philosophie. Oui, c'est comme s'exercer à mourir, c'est également un adage de la philosophie, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on ne prend pas la nature comme modèle. Bon, les enfants en ont de moins en moins une idée. Bon, ça vous le savez, ceci, le monde animal, etc. Bon, mais je crois qu'on va vers une sorte d'affrontement aveugle, que les gens sont en place. Je prends l'exemple toujours de M. Attali, hein, de Jacques Attali. Je vois les prophéties d'Attali. Moi, j'ai dit l'autre jour à quelqu'un, c'était un prêtre qui était à côté de chez moi, il m'a dit, mais vous croyez bien aux prophéties, M. Zortiguet, je parlais de l'islam. Je dis, mais bien sûr, il y en a une que je vais vous dire, c'est celle d'un dernier prophète que nous avons. C'est tout ça, c'est M. Attali, il m'a regardé. J'ai dit, oui, tout ce qu'il dit se réalise. C'est pas ça un prophète, je dis. Il se réalise, il vous dit même quelle sera la prochaine présidente. Vous voyez? Bon, ce sont ses plans, évidemment. Ce sont ses plans, et oui. Et alors, mais c'est quand même, j'ai trouvé très étonnant qu'on n'en parle pas, autant. C'est quand même grotesque. Quelqu'un qui vous dit que Macron, qui vous avertit que Macron ne terminera pas son mandat, qui vous dit que le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement de révolution, comment ça s'appelle, d'insurrection à l'intérieur de la vie politique. Enfin, il avait trouvé ça. Enfin, je dis, mais comment c'est-il? Il dit ça, il dit ça, il dit ça. Il dit, bon, il vous parle même du monde, de l'unité mondiale. Bon, enfin, alors, ce ne sont pas des complotistes. Ce sont en réalité, je crois que c'est des gens qui font des complots, oui, mais ce n'est pas une théorie chez lui. C'est lui, il dit exactement ce qu'il fait.
Mais je pense qu'Attali, bon, est suffisamment arrogant pour justement le dire ouvertement et se faire passer pour un prophète. Oui, Il n'a voilà, pas cette discrétion ou cette dignité de laisser les plans se faire et de rester c'est discret. ça. Il a Ouais. cette arrogance, peut-être culturelle chez lui, je ne sais pas, C'est qui culturel, c'est culturel. Mais c'est voilà. d'ailleurs un autre avantage parce que quelqu'un normalement disons de plus intelligent quand même, il faut le dire, enfin de plus maître de lui ne le dirait pas. Oui, Euh, voilà, c'est voilà. c'est pour ça que je pense J'aime que bien c'est de Attali, l'orgueil, c'est de c'est l'orgueil. là, c'est de l'orgueil. Là, c'est de l'orgueil. Mais enfin, n'empêche que c'est énorme quand même. Et il avait dit, et enfin, ils le disent tous, c'est-à-dire il faut lire entre les lignes, il faut lire, même pas entre les lignes, il faut lire j'ai encore vu des choses de tel ou tel militaire, par exemple, oui, on veut aller à la castagne, quoi, c'est tout. Oui, Ne voilà, c'est serait-ce ça. que ce que vous avez dit l'autre jour je vous ai relevé du règlement administratif des écoles. Je vous rappelle que j'ai eu confirmation par la source dont je vous ai parlé, des plaintes, vous savez, des Mmh. plaintes envoyées à la DGSE par, euh, par, des, par des directeurs d'école ou des maîtresses d'école hein, à Toulouse, hein, Oui, en oui. disant, c'est-à-dire, ils sont signalés, ce n'est pas, ce n'est pas le, c'est-à-dire que c'est de connivence avec l'école, bien sûr, Mmh. qu'on dit par exemple tel élève est radicalisé, c'est le mot, hein. Oui, c'est le mot à la mode Et et il a qui été harcelé. stigmatise une population quand même, hein. Alors, ils ont stigmatisé une population, c'est la radique. Et alors, on demande sur quoi vous reposez. Et ben, il est venu, il a insulté son camarade en arabe. Bon, alors c'est quand même tout à fait normal quand même que, bon, un type arabe quand même qui a en plus des parents en arabe, des parents en Afrique du Nord, qui reviennent d'Afrique du Nord, enfin quand même insulte, il a dit un mot arabe. Oui, vous voyez, je sais pas moi, il a dit un mot arabe. Si tant est que ce soit vrai. Oui, à supposer que ce soit vrai, tout ceci. Alors, ou alors il est rentré en djellaba en classe. Alors, mon ami a dit, mais écoutez, oui, c'est un garçon qui a dû avoir une fête religieuse la veille, il n'a pas voulu enlever sa djellaba. Vous voyez, le lendemain, mais il a été signalé. C'est l'objet d'un signalement administratif. Je Et vous qui donne est un exemple, validé. évidemment. C'est un exemple qui n'est pas, c'est pas dramatique, mais c'est significatif. Et alors, la plupart des rangs, c'est pas contre les, permettez-moi d'employer le terme d'arabe, hein, c'est pas contre les arabes, comme on dit, bien que le terme soit pas exact, enfin, s'il faut dire le vent, enfin, mais tous ceux qui sont dénoncés comme radicaux sont des Européens. Vous avez bien entendu, hein. Tous ceux Mmh. qui sont dénoncés comme radicaux sont des Européens convertis, hein, Mmh. qui d'ailleurs n'ont pas souvent, c'est pas seulement le cas d'hommes ou de femmes qui vivent avec des hommes différents. Enfin, je veux dire, c'est pas un rapport de mariage. Non, il y a des gens souvent qui sont convertis, hommes et femmes, européens, quoi. Bah, écoutez, je sais pas, européens, enfin, bien, je ressemble à Voltaire, je sais pas comment dire, enfin, bref, je sais pas comment dire aujourd'hui. Mais bon, ces gens-là, elle m'a dit, ils sont dénoncés systématiquement, avec des professions comme ingénieurs, des choses comme ça, de hautes professions, hein. Ils Mmh. sont obligés d'aller se justifier au commissariat. Mon Dieu. Je dis bien, ils sont obligés. Alors, vous savez comment on fait. Si vous êtes au chômage, on fait, que vous seriez. Moi, je crois que c'était très difficile d'arriver à cette combinaison quand même. Mais, eh ben, je lui dis, comment tu fais? Ben, je dis, alors, je lui ai dit que c'était pas bien de faire ça, bien sûr. Mais elle dit, je leur serre la main, ils veulent pas me serrer la main. Bon. Alors, je dis, vous êtes radical. Voilà. Vous voyez le genre d'intelligence qu'on a, hein. Oui, oui. Vous me recevez parce qu'on enseigne, parce que vous savez qu'il y a une bon, toutes ces choses-là n'existaient pas autrefois, mais enfin, on a essayé, vous savez qu'il y a eu des transformations dans la religion qui sont des transformations, ça je peux le dire ouvertement, très modernes. On dit souvent que les Anglais, d'ailleurs, ont joué leur rôle là-dessus, dans la formation de ces comment on appelle, de ces coutumes. Mmh. Dans la présence en Orient, je sais pas, il y a Burkhardt, des gens comme ça, le Suisse qui était en Angleterre. Ça. Bref, tout ceci, c'est à voir. Hein, mais qui ont fait une sorte de caricature pour pouvoir justement faire tomber la religion. Mmh. Et, bon, ça c'est un personnage que je vous dis, mais voilà, qu'est-ce que chef, il ne m'a pas serré la main, c'est un effet radical. Voilà. Alors le gars, il est marqué sur sa liste de S qui est suspect.
Il a marqué radical. Pourquoi? La preuve, il n'a pas serré la main. Oui, c'est devenu l'anathème Alors, de... elle lui demande, est-ce que dans le Coran, il est marqué qu'il ne faut pas se serrer la main, dans le noble Coran? Non, c'est pas marqué. Enfin, moi, je ne sais pas. Peut-être que c'est marqué, moi, je ne l'ai pas vu. Enfin, bon, mais enfin, c'est des choses jusque-là. Je pourrais Ah, vous en parler. Je pourrais vous en parler, vous savez, les signalements. Les signalements. Mais elle-même a eu son fils signalé pour une raison, parce qu'il ne parlait pas en classe. Au lieu d'amener les parents, de discuter avec l'enfant, de dire aux parents, mais comment tu vas, etc., comme on faisait avant. Directement un signalement psychologique à oui, l'académie, qui a ramené le psychiatre, oui, le c'est ça. le commissaire politique, comme on disait. Vous savez, le commissaire politique des choses russes, là. Oui, et c'est tout. Vous savez, bon, quand Solzhenitsyn, je vous dis des choses qu'on dit, mais enfin, disait, vous savez que vous avez en Occident ce que nous, on a connu en Orient, bah, c'est la vérité. Hein. Parce que c'est la bêtise, c'est pas une théorie, c'est pas une idée, c'est un effondrement que l'on connaît, un effondrement de la nature humaine, Oui, nature, on dit, physique, humaine, psychophysiologique, si vous voulez, méconnaissance complète de la religion. Vous savez, on dit, qu'est-ce qu'il y a pire qu'être sans religion? C'est d'en déformer une, d'avoir la religion du diable, évidemment. Parce qu'il y a un instinct religieux dans l'homme, évidemment qu'il y a un instinct religieux. Il y a un instinct religieux, comme il y a un instinct dans l'animal, comme moi j'ai vu des choses extraordinaires dans l'animal, par exemple, évidemment, chez les chats en particulier. Enfin bon, il y a un mystère dans la nature, évidemment. Et bon, la religion, je, si j'étais libre, mais quand même, avec vous, je vous dirais ce que il y avait un Allemand qui avait donné le sens réel du latin religion, der Religion, bon, qui est évidemment pas assez différent de celui qu'on donne, mais disons que vous avez le din en arabe là, qui est important aussi, que chacun donne, mais disons cet instinct religieux, on ne peut pas le ôter, mais on peut le déformer. Par exemple, il y a la religion de l'art. L'art est une forme de religion, évidemment. Alors vous allez me dire, évidemment, quand on écoute ce qu'on écoute, ce n'est pas de la religion, bien sûr. Mais quand on écoute, je ne sais pas, Beethoven, quand on écoute, évidemment que c'est... Moi, j'étais très frappé surtout, j'étais en Allemagne par les chants dans les églises baroques. Ah oui, oui. D'ailleurs, c'est drôle parce que au lieu que ça m'a beaucoup attiré vers l'Orient, c'est l'art baroque, beaucoup. Pas l'Orient géographique, l'Orient, je veux dire, je conseille de lire, pour les musulmans qui écoutent, de lire Goethe. Je suis en train de faire un livre là qui va être sur Internet, qui s'appelle justement Mahomet la paix soit sur lui, Mahomet dans le seul Coran. Et bon, bon, pour embêter le monde, y compris mes amis, j'ai commencé à j'ai mis le début en latin pour embêter les censeurs, vous voyez. Et ensuite, j'ai traduit. Juste un commentaire sur la première traduction du Coran, pas la deuxième, mais la plus grande, la plus célèbre, de 1543, hein, à Bâle, avec la préface de Luther. Luther a fait une très belle préface là-dessus, que j'ai eue chez les Dominicains à Toulouse. Hein. Oui, à Rangueil. Bon, et vous voyez tout ceci, à Rangueil, combien y avait-il de monde dans la bibliothèque? 3, 4 personnes. Chez les Jésuites, là, le père de Ginsac, rue des Fleurs, à Toulouse, 2 personnes, 3 personnes. Parmi ces 3 personnes, il y avait une sœur japonaise, oui, je me rappelle. Et tout ceci, tous les livres sont partis aux États-Unis. Oh, la bibliothèque la bibliothèque du Mirail ici l'a refusé parce que ça venait des Jésuites. Comme ils ont refusé la bibliothèque de Chantilly. Tout ça, c'est parti, ça a été dispersé. Grâce à Raymond Barre, c'est resté un peu à Lyon. Pour vous dire qu'on on a fait tout pour déstabiliser l'intellect aussi, voyez-vous. oui. Et les gens, avant, je pouvais dire à quelqu'un, écoute, va-t'en voir à la bibliothèque, là, chez les jésuites, c'est libre, tu rentres, tu donnes rien. Et tu as comment ça s'appelle, un fichier par matière, fichier par auteur. S'il y a quelque chose qui t'intéresse, tu le lis, il te l'apporte, voilà. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Non. Comprenez? Ça n'existe plus. Il y avait, par exemple, sur le prophète, il y avait l'ouvrage du père Lamens, L-A-2-M-E-N-S. Bien sûr, c'est écrit du point de vue catholique. Bon, c'était écrit, mais c'était très intéressant. Il y avait les éditions du Coran étaient intéressantes, celles de Masson, etc. Masson qui était suisse. Bon, je donne en philosophie, on pouvait s'instruire par soi-même.
On pouvait être autodidacte. On pouvait rentrer dans la bibliothèque, même au Mirail, par exemple, revenir, on avait accès. Moi, j'avais accès au rayon pendant longtemps au Mirail, mais quand ils ont changé la bibliothèque, à ce moment-là, ils ont enfermé les livres. Vous vous rendez compte? Ils ont fermé les livres dans des boîtiers. Dans des boîtiers. Comment voulez-vous les connaître qui sont dans des boîtiers? Tandis que nous avions, dans les années 90 encore, la possibilité d'aller faire tous les rayons. Il y avait l'académie de Göttingen, tout ça, etc., tout ça de Strasbourg, tout ça c'était marqué. Je pouvais lire en allemand, en anglais, en latin, enfin, tout ce qui me tombait sous la main. Une sorte de... Je pouvais y rester la journée, vous voyez, et je lisais ce qui m'intéressait. C'était une connaissance personnelle. Mais ça, l'esprit en a besoin. Eh bien non. Non, il y avait de très belles bibliothèques à Toulouse, vous savez, vous aviez rue du Thor, une magnifique bibliothèque qui était, je ne parle pas de bibliothèque municipale, je parle celle de la rue du Thor, qui était très bien faite. Et des gens simples, des gens, disons, de tout âge, y allaient. Tout ça, c'est ce que j'ai vu disparaître. Ça, je peux dire, nous l'avons vu disparaître. Je l'ai vu disparaître parce que j'étais à la jonction. Vous voyez, j'étais à la jonction à 25 ans. Donc, quand une chose se passe à 25 ans, à 30 ans, c'était déjà fini. À 30 ans, c'était À 30 ans, c'était fini. À 30 ans, j'étais déjà attaché. Non, j'étais passé à l'autre siècle, voilà. À l'autre siècle. Et il y avait même la bibliothèque américaine de Paris, était très bonne. Mais je vous assure que quelqu'un qui vivait à Paris, vous avez la bibliothèque de l'Institut, de l'Arsenal aussi, de l'Institut de France. On avait accès libre, il fallait payer rien, rien. Est-ce que les gens disaient, les professeurs, maintenant, non, on ne leur dit pas, je le dis aux gens, non, non, je ne suis pas spécialiste, non, non. Les gens n'osent pas par eux-mêmes lire, vous comprenez? Il y a un manque de confiance en soi. Oui, mais qui est lié justement à ce qu'on disait, Pierre, par rapport justement au harcèlement. On a tout d'abord détruit la culture et l'accès à la culture, et ensuite on a détruit le psychique. Et on s'est attaqué. Maintenant, c'est alors, bien sûr qu'il y a des résistances. Il y a des résistances, c'est fatal. Le chaos produit, le chaos appelle l'ordre. Bon. La force du chaos, c'est la souffrance qui n'est calmée que par l'ordre. Bon, enfin, ça c'est moi qui le dis, mais disons, c'est une image, disons, à voir. Mais regardez, moi j'étais, je me rappelle, oui, j'allais le matin à Strasbourg aussi, j'allais regarder, j'attendais à 9 h l'ouverture de la bibliothèque, qui était très très bien faite. Hein. Et oui, tout ça, oui, bon, maintenant, évidemment, avec l'âge, je peux me déplacer moins, mais disons, je n'ai pas l'impression le fait de ne pas pouvoir circuler, par exemple, pour moi, et pour tous, enfin, il n'y a pas que moi, mais pour beaucoup de gens comme vous, certainement, c'est, à mon avis, une intimidation. Ce n'est pas du tout une précaution. C'est une intimidation. On veut nous habituer, parce qu'on ne vit que par habitude, évidemment, on veut nous habituer à cela, et à également n'obtenir les choses que par permission. Vous voyez? C'est vrai. Et c'est du harcèlement. C'est du harcèlement. Ben oui, c'est ça. Ben oui. C'est comment dire, l'absence d'une autorité juste, d'un pouvoir juste qui s'exprime par une autorité, a été remplacée par un pouvoir injuste qui s'exprime par le harcèlement. Exactement. D'ailleurs, je pensais que vous en parleriez, c'est exact. Je pensais à vous avant l'émission, là. Je pensais que vous la diriez ainsi. Moi, je le vois exactement de la même manière. Je le vois. Oui, parce qu'avant, vous aviez des pouvoirs justes, par exemple, qui avaient leur autorité et tout ça, auxquels on pouvait, par exemple, faire appel. Faire appel. Même, voyez, par exemple, je suis sûr que nous allons connaître. Bon, je suis influencé par le prophète, évidemment, on veut dire prophète Attali, mais il a dit qu'on changerait de régime, j'ai compris ça. Eh bien, ils veulent supprimer justement un exécutif fort, vous comprenez? Oui. Un exécutif fort. Ils ont mis pour le supprimer, ils ont mis quelqu'un de faible. Mais enfin, c'est une manière de supprimer. Autrefois, vous aviez un roi, un empereur, qui était, disons, un arbitre. Il pouvait avoir ses défauts, oui, mais il occupait une place. Et il y avait du sens. Voilà, il y avait un sens à tout cela. Il y avait un sens à tout cela. Tandis que là, c'est l'anonymat. Ça prétend être anonymat. Il y a des gens qui font leurs affaires, vous voyez, ou même des malades. Même des malades. On dit par exemple que. On nous a mis des cadres. Voilà, exactement. On nous a mis des cadres. On nous a mis des cadres. Exactement.
Exactement. Vous savez qu'il y avait une formule entre les deux guerres, c'était la République des camarades, pour dire la République qui profitait. Et là, c'est la République des cadres. C'est Denis de Rougemont qui avait fait la République des camarades, la République des cadres. Vous savez, moi, j'avais un professeur de grec, là, Marcou, Henri IV, qui était professeur, il voulait faire de la philo, puis Brunswick, je l'ai peut-être dit, enfin, comme il était allé voir Heidegger avant la guerre avec d'autres personnes, on lui a dit, là, c'est pas la peine, comme normalien, on l'a parlé, c'est pas la peine de compter à la grecque de philo, vous l'aurez jamais. Bon, oui. Et alors, il a fait du grec, hein, et alors, il nous a raconté des épisodes comme ça de sa vie. Et à la fin, quand je lui ai raconté qu'il était allé en Autriche, tout ça, il m'a dit, nous eussions dû, je me rappelle, c'est gentil, nous eussions dû d'Ortiguet être né autrichien. Parce que je lui ai raconté justement qu'il y avait encore là-bas, j'avais trouvé des éclairs encore de certaines autorités, voyez-vous. Même dans les régions, par exemple, vous aviez des ministères particuliers, des ministères de l'éducation nationale, ministère de la culture, ministère, etc., de la santé. Dans chaque région, ils avaient conservé les duchés, si vous voulez. Vous voyez, les duchés. Oui, exact. Oui, et aujourd'hui, d'ailleurs, en Allemagne, s'ils ont réussi ce qu'ils ont fait, quelle que soit la vérité de ce qu'on dit, mais ils ont quand même, dit-on, ils ont obtenu, comment ils ont obtenu? Parce qu'ils avaient des autonomies régionales qui pouvaient prendre des initiatives. Oui, c'est vrai. Et c'est ça. Alors, parce qu'avant, vous aviez un pouvoir très fort, mais vous aviez autour, il était, comme on dit, vous savez, le premier parmi les pairs le premier parmi les égaux. Vous aviez des égaux. Vous aviez l'empereur, par le Kaiser, tout ce que vous voulez, mais vous aviez des ducs, des comtes, etc., qui étaient chacun dans leur région. Après, ils ont mis des préfets. Bon, on a mis des préfets. Mais écoutez, quand même, je pense quand même que pour administrer la Corse, il faut mieux quand même être quelqu'un qui vienne de Parme plutôt que quelqu'un qui vienne de Paris, non? Oui, d'accord. Non, je dis ça parce que oui, c'est très imagé, mais c'est ça. Ben oui, d'ailleurs, mais oui, enfin, écoutez, mais oui, on m'avait dit quand nous étions professeurs, quand on a été désignés, enfin, on nous a dit, vous savez, faites attention dans toutes vos nominations, faites attention si vous êtes en Corse, vous savez, dans les familles, tout ça, avec les filles, c'est très difficile, etc., tout ça, il faut bien se tenir, tout ça. Et alors, on nous a dit oui. Ben oui, parce qu'il y avait une certaine tenue, disons maintenant peut-être ça passait, mais une certaine tenue qui tenait, ça tenait à une vie familiale très, très forte, oui. Je dis Parme parce que nous avions un philosophe qui avait été le précepteur du duc de Parme, là, et oui, l'abbé de Condillac, oui, dont on m'a parlé qu'en Autriche. Comprenez, ici en France, on ne m'en parlait plus. J'arrive en Autriche, un professeur me dit, ah, vous êtes français, etc. J'ai lu l'abbé de Condillac au XVIIIe siècle, tout ça, et mon Dieu, ben oui, moi aussi j'avais lu un peu. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ces gens, je crois que les Allemands, enfin ça c'est une autre affaire, mais les Allemands s'en sont sortis malgré tout. On a beau dire malgré tout, bien que quand on lit les journaux, on dit il y a le déconfinement, mais il y a toujours des couacs. On vous dit oui, mais bien sûr. Ça ne marche pas. Ça marche, mais ça ne marche pas. Mais si vous lisez l'article, vous voyez que ça marche. Voyez, mais la première impression, c'est que ça ne marche pas. Ici, ça crée des jalousies. Bon. Toujours un mais. Oui, toujours. Alors, je dis, bon, écoutez, ce sont des gens réalistes, tout ça. Je dis, mais on peut dire la Suède. Je dis, mais écoutez, ne me dites pas la Suède, c'est un pays qui est accueillant, d'ailleurs, même très accueillant. Moi, j'étais avec Rami, je me rappelle tout ce qu'il m'a dit que la Suède avait fait pour lui comme réfugié politique. Il avait expliqué les raisons pour lesquelles il voulait assassiner le roi du Maroc. Évidemment, je lui laisse la responsabilité, je ne veux pas dire ouvertement. Mais la personne, le capitaine des douanes, qui est une jolie femme, en uniforme, il a dit, monsieur Rami, c'est pas au Maroc qu'il faut agir. C'est si vous voulez faire le ménage, parce qu'il a dit, pourquoi? Il dit, parce que le roi est entouré d'eux. C'est ici, monsieur Rami, qu'il faut le faire. Bienvenue en Suède, et on vous donne la citoyenneté. Voilà. Ça a été le premier discours à la douane. Voilà. Et aujourd'hui, ce sont des gens, on dit, ils n'attendent pas que l'État leur dise quelque chose, ils ont confiance dans l'État. Mais oui, mais il y a une confiance réciproque, tandis que nous, il n'y a plus de confiance, ni de l'État vis-à-vis des gens, parce qu'il sait que les gens, il les trompe, donc il sait qu'on ne peut pas leur faire confiance. Et donc, les gens qui sont trompés, eux-mêmes, sont en réalité non pas éduqués pour aimer l'État, mais pour être dans un état d'insurrection permanente, afin, écoutez bien, afin d'être des objets de répression
périodique. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on va maintenant habituer les gens, vous aurez non pas des... L'État ne cherche pas un fleuve tranquille, il cherche un minimum d'agitation, voyez-vous, pour Toujours. dire que la société est en danger. Voyez? Voyez, ça c'est une chose que vous trouvez, bon, si je répète un peu la même chose, mais dans Jack London, là, dans Le Talon de fer, et c'est-à-dire que les gens ne savent pas qui gouverne. Et finalement, on ne sait pas si les révolutionnaires qui sont dans la rue ne sont pas des gens du gouvernement, etc., etc. Oui, c'est vrai. Et ça, oui, regardez le Iron Hill, oui, d'ailleurs, lui est mort d'ailleurs de façon assassinée, enfin, suicidé, mais certainement peut-être assassiné. Oui, je l'avais découvert par hasard. Il y avait une préface de Trotsky, je me rappelle, et d'Anatole France. Enfin bon, c'était là aussi Trotsky, propriétaire terrien en Ukraine, n'oubliez pas. La famille avait cette propriété depuis Catherine II, hein. Gros propriétaire terrien. Et oui, comme il a fait massacrer de paysans, voyez-vous. Ah oui, quand on voit les choses, hein, quand on voit les choses de près, même pas de près, quand on les voit suffisamment à distance déjà, on est effrayé, effrayé. Effrayé. Je suis malheureux pour le pays, disons, parce que je crains cette disparition de la classe moyenne, cette ruine, et aussi, disons, durable. Et je crois que malheureusement, il y aura une certaine tyrannie qui va durer. Je ne pense pas qu'elle puisse, de par les lois même de la nature, voyez-vous, de ce qu'est la vie humaine, l'essence humaine, je ne crois pas qu'elle puisse durer, mais elle s'achèvera par un désastre épouvantable, évidemment. Moi, je crois dans une troisième guerre mondiale, mais ça, c'est pas une croyance personnelle, mais pour moi, c'est une probabilité. Hein. De croyance, bien sûr, une troisième guerre, un conflit, bien sûr, comment vous dire, fabriqué, bien sûr, mais je crois qu'ils voudront supprimer beaucoup de gens, oui, qu'ils voudront faire ce fameux système de... Mais je ne crois pas qu'ils réussiront. Je ne crois pas qu'ils réussiront. Je crois qu'ils voudront pousser jusqu'au bout, mais que tout ce que nous connaissons maintenant, c'est une préparation, à mon avis, je conclurai là-dessus, préparation par étape, hein, par escalier, par étape, psychologique ou psychophysiologique, à une confrontation plus grande. Voilà. Voilà. C'est à mon avis, je dis c'est une possibilité, hein, c'est pas. C'est possible. Oui. Et je crois que le problème, c'est les gens demandent ce qu'il faut faire. Je crois qu'il faut que les parents se rapprochent des enfants, se rapprochent, je dirais, davantage des enfants. Et bon, évidemment, éteignent leur télé, ça, oui. Oui, c'est vrai que c'est horrible. Je ne pensais pas arriver jusque-là, moi. Je ne pensais pas que ça arriverait jusque-là, la télévision. Enfin, disons qu'il faut. Je crois quand même qu'une partie des Français est éveillée, oui, mais elle n'a pas de chef politique remarquable. D'ailleurs, je ne vois pas de personnalité, vous voyez, je n'en vois pas. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi on avait tellement besoin de leaders, pourquoi on manquait autant d'autonomie, mais c'est vrai qu'on a toujours besoin d'une figure de proue pour conduire un petit peu à la réflexion. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai qu'on a l'impression de rencontrer des gens qui pensent comme nous, mais en même temps, on se rend bien compte qu'il y a une majorité qui est encore, je ne sais pas, qui est obnubilée par ce qu'ils entendent à la télévision, ou qui n'ont pas les capacités de comprendre ce qu'il se passe. Cette seconde partie, vous dites, est très juste, est plus importante encore. C'est plus grave, disons, plutôt plus grave. Oui. Ils n'ont plus cette capacité de comprendre. Oui. Non, ils n'ont plus cette capacité de comprendre. Ils sont hébétés. Je vois, les gens qui me parlent sont hébétés, sauf ceux qui ne le sont pas, bien sûr. Et ici, comme la jeune femme qui est venue, la bonne femme de ménage, c'est vraiment, je vois qu'elle est tout à fait au parfum. Hein. Oui, peu importe, enfin vraiment, ça n'a pas, enfin, c'est pas une question de niveau social, vraiment, parce que moi, je vois autant même des caissières qui sont très éveillées, qui... Mais voilà, c'est ça, oui, c'est pas de niveau social ni d'instruction. Non, c'est je connais des gens qui... Capacité de jugement naturel, quoi. Il y en a qui ont un jugement naturel. Vous savez, ben, comme dit de Candide, quoi, il avait le jugement bien formé, bien... Oui, il était le plus adroit, en même temps le plus ferme, quoi. Et après, il y a aussi, Pierre, une partie de la population qui est égoïste. Et j'en vois autour de moi, hein, d'ailleurs, qui se disent qu'eux, ils passeront à travers les gouttes. Oui, c'est ce que me disent des amis. J'ai une amie que vous connaissez peut-être, hein, Laure, qui me dit la même chose. Laure me dit la même chose.
de ses voisins, oui, qui sont d'un égoïsme terrible. Ouais. Oui, Et oui. là-dessus, sur ce plan-là, enfin, généralement, et sur ce plan-là, oui. Ah oui, oui, et même elle se fait rabrouer, enfin tout ça, enfin, Ah oui, j'imagine. Bah, oui, 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 c'est terrible. bah, elle habite toujours dans mon quartier, donc on a à peu près Oui, même la même population ici, et c'est vrai que la plupart pensent que bon, ils passeront à travers les gouttes, oh, c'est pas grave. ouais, c'est ça, oui, voilà. C'est pas grave, oui, c'est pas grave. Oui, oui, oui. Ouais, fallait le faire. Ouais, voilà, Donc, oui, il faut le faire. Ah ben oui, il faut le faire, mm. il faut ce qu'il faut, hein. J'ai dit oui. Oui, oui, c'est vrai. Oui, oui, il faut ce qu'il faut, oui. Ben oui, ça a été bien mené, remarquez. Ça a été bien mené, hein, ça, c'est sûr. Hein. C'est bien mené, mais quand même les réactions, le manque de réalisme, par exemple, à demander à ne pas demander le déconfinement, à l'accepter comme ça en se disant, bon, on ne fait rien, mais l'économie croule, mais ça fait rien, on reste à la maison. Ah oui, oui, Comme les singes asiatiques là, qui se mettent les pattes sur les oui. yeux. Et puis voilà, on reste à la maison. C'est pas un mois de plus, ni 2 mois de plus. Non, mais oui, mais Ah non, mais c'est franchement, ça c'est un alors aspect on que dit je que n'ai pas les compris. Allemands privilégient l'économie, une manière de dire qu'ils n'aiment pas trop la santé, vous voyez. Bah, et si vous n'avez rien à manger, évidemment que l'économie. Non mais Oui, en même temps, oui, voilà, je trouve que la si on réflexion n'a a rien à été très prendre, limitée. ben oui, c'est très limité quand même. Parce que Voilà. si on Mais n'a enfin, rien à manger, on peut pas. non, 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 non. Et là, oui, ils ont fait en Tunisie, par exemple, bah oui, ils ont aussi amené l'armée dans les villages, tout ça pour. C'est-à-dire, les gens n'ont pas quand même la même passivité qu'ici, je ne crois pas. Non. Il y a plus de naturel, Mais il faut le dire. Vous ne trouvez j'ai pas? l'impression que la France a été le pays le plus passif. Oui, parce que le plus artificiel, justement. Parce que même en Italie, il y a eu quand même des petites Oui, manifestations. j'ai trouvé qu'en Italie, il y a eu. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il C'est s'est vrai. passé quelque chose. J'ai regardé vous les avez envoyés là. Oui, Les interventions à la Chambre, là, sont bonnes. oui. Oui, ah oui, vraiment très bonne. La ministre, alors comment elle s'appelle? J'ai oublié son nom, je le remettrai. Siamo stati spiati, soggiogati, trattati come delinquenti da un governo che in 2 mesi ha distrutto i nostri diritti fondamentali, naturali e costituzionali. J'ai toujours dit quand même, on comprend qu'il y a quand même il y a quand même un niveau culturel plus évolué, plus élevé. Oui, ah oui, oui. Oui, Mais moi, je l'ai toujours remarqué quand même. Là, je vois, j'ai un ami qui est un ténor italien, enfin, un ténor dépouille, là, qui était avec moi à la faire pour. S'est rencontré il n'y a pas longtemps ici, là, pour l'enterrement de nos amis que vous connaissez tous les deux. Hein, et je le dis quand même pour un homme, il y a un homme qui est bien sûr comme des barytons, etc. Vous avez une culture, il y a une culture, une volonté, il y a un sens esthétique, un sens quoi, de la culture qui n'existe pas ici, un sens de la beauté qui n'existe pas. Bon, alors, ça paraît être des lieux communs. Non, ce n'est pas des lieux communs. On voit une chose quand elle n'existe plus, voyez. oui, Et moi, je vois ici, ça n'existe plus. Et là, au contraire, il y a le souci quand même de rechercher une cohérence, voyez. Là, non, on vit ici de façon hébétée, et au jour le jour, et on vit presque comme des automates. Comme des automates. Je crains beaucoup une réaction maintenant nerveuse, consécutive à ça, oui. et qui ne se porte qui soit déviée, disons, sur justement les étrangers, c'est-à-dire Oui, sur les musulmans, comme ils sont en train de le remettre au goût du jour. Hein. c'est tout à fait. Et les mêmes qui vous parlent d'Algérie française. Ouais. Je trouve ça, je sais Mhm. pas, voilà, peut-être que j'ai quelque chose qui ne marche pas dans le cerveau, mais j'arrive pas à comprendre que, je ne sais pas. Ouais, oui, j'ai regardé quelque chose je regardais, bon, bien sûr, je sais que ce n'est pas dans le sujet, mais enfin, c'est sur l'Algérie. J'avais souvent entendu parler, bien que d'une oreille distraite, mais enfin, j'entendais les gens dire, ah ben, l'Algérie, avant la France, ce mot n'existait pas. C'est nous qui avons amené le mot d'Algérie. Le mot d'Algérie n'existait pas. Puis je regarde dans les écrits du père jésuite, là, le créateur du récentisme moderne, au XVIIIe, là, et il parle du royaume de Maroc, du Fezzan, c'est-à-dire du côté de Tlemcen, Ain Fezzan, et Vel Algérie ou d'Algérie. Voilà, oui. Ça, c'est un texte bon, lui est mort en 1729, peut-être un texte de 1698, voyez, voilà. Donc, on parlait du règne d'Algérie, déjà, à l'époque du Regnum Algérie, voilà. À part ça, on vous dit, moi j'ai vu, oui, oh, j'ai eu pas de sommités, mais des gens importants. J'ai entendu quelquefois
en société, des gens me disent oui, ça n'existait pas. Mais si, mais on peut réussir à convaincre. Regardez, on a célébré ce 8 mai 45. Bon, je ne parlerai pas du 8 mai, hein, l'Allemagne du 8 mai, mais quand même, est-ce qu'on a parlé du 8 mai 45 en Algérie? Personne. Non. Vous êtes au courant de ça? On vous l'a dit, Mézi, tout ça. On vous l'a expliqué, tout ce 8 mai 45. Bon. Mais non, enfin, rien du tout. On aurait pu au moins dire rien. J'ai dit autour de moi, non, j'ai les bons raconter. Eh bien oui, 8 mai 45, ça avait été terrible. Le journal L'Humanité du 8 mai 45. Il voyait encore des éléments fascistes en Algérie et l'influence de la Syrie. Il critiquait l'influence de la Syrie, c'est marqué sur la première page, sur les événements à Constantine. Vous vous rendez compte? Oui, c'est vrai. Ah oui. Ah ben, quand vous voyez ça, vous dites, bon, ben alors, et alors, on va recommencer. J'arrive à la fin de ma vie quand même, je sais bien. On va recommencer ce que j'ai connu dans ma jeunesse, la guerre d'Algérie en France. Voilà. Moi, je le dis comme ça. Pas la même façon, mais d'une façon avec les mêmes forces. Avec les mêmes forces, oui. Parce qu'on ne sait rien faire d'autre. C'est pas qu'on ne pourrait pas faire d'autre chose, mais on manque de chefs beaucoup. La France a besoin de chefs. Les Suédois, les Allemands, ils peuvent, contrairement à l'image qu'on a, ils peuvent se passer. Regardez, le pays a été décapité. Ils sont restés 4 ans sans État. De 45 à 49, il n'y a pas d'État. Ils marchaient. Ils ont marché. Ils ont marché, bien sûr, avec ce que vous imaginez. Mais ils ont marché. Non. Et ensuite, vous avez ce miracle. Ce qu'on appelle le miracle, c'est dommage que je ne puisse pas traduire ce livre-là, mais bon, c'était parce qu'on a raconté beaucoup d'histoires, mais c'est vrai que les clients qui venaient voir mon père avait fait la guerre de 14, non, ils venaient le voir et ils lui disaient, regardez ce qu'on a fait, tout est, Wiedergebaut, tout est reconstruit, etc. Ben oui, et la guerre de 30 ans en Allemagne, qu'est-ce que vous voulez? Ça aussi, ça a été 1618, 1648. Bon, ce n'est plus enseigné en classe, évidemment, mais là, il y a des régions d'Illesnitz où c'était réduit au quart de la population. Oui, ben, ils ont même obtenu tout à fait, en 1500, plutôt, ils l'ont obtenu plus tôt, je crois, la permission du pape d'avoir 2 mariages, d'être bigame. Oui. C'est en 1500, l'électeur de Saxe, Gotha, je crois. Enfin, je ne me rappelle pas. Du côté en 1580, ça arrêté. Voilà, oui, parce qu'il y avait une dépopulation, ils ont obtenu la tolérance. Voilà. Oui, voilà. Ah, parce que ça avait été coupé, pardon. Pierre, je sais pas, je verrai en post-production. Là, je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci. Eh bien, écoute, je suis. Écoute, oui, c'est bien qu'on puisse se voir comme ça par ce biais, et oui, qu'on puisse se parler ainsi. En tout cas, merci beaucoup. On arrive à dire merci parce qu'on respire, c'est quand même bizarre. Écoute, à demain alors. À demain. Et merci pour l'intervention. Et puis, on se retrouve pour un prochain thème très rapidement. Très bien. Merci à vous deux. À bientôt. À bientôt. Bonne santé aussi. Bonne santé à tous. Bonne santé. Bye. Bonne... À demain. À demain.